Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir à quoi va très probablement ressembler la France après l'effondrement. Alors pour commencer, je vais définir les mots afin que les choses soient claires. Alors par effondrement, j'entends la disparition de l'État et des services de l'État, donc que le citoyen est complètement livré à lui-même. Donc je parle de la fin de l'armée, de la police, de la gendarmerie nationale, des pompiers, des ambulances, bref, de l'État et des services qui l'assurent. Et par survie, j'entends survivre à l'effondrement et à la période de transition qui va de l'ancien monde, donc de la société actuelle dans laquelle nous vivons, vers le monde d'après, donc à comprendre le monde après l'effondrement. Alors personne ne sait combien de temps cette transition de notre monde actuel vers le monde post-collapse va durer. Ça peut durer des mois comme des années, mais au final le résultat est le même. Le citoyen en fait est livré à lui-même. Alors l'effondrement va être en deux temps. Le premier temps est la chute des États dans le monde qui peut être provoquée par un crash boursier, une pénurie alimentaire ou énergétique, une guerre, etc., etc. Et ainsi commence la période de chaos, de famine, de conflits et de morts. Ensuite, une fois que les choses se sont calmées et tassées après un certain temps, qui peut aller donc de plusieurs mois à plusieurs années, commence la seconde période, qui est la période de reconstruction où les survivants vont définir à quoi va ressembler l'organisation du nouveau monde d'après. Alors, dans cette seconde partie, que j'appelle la période de reconstruction, on verra que le chaos a cessé et qu'une forme, on va dire, d'ordre s'est remis en place et où on peut à nouveau se déplacer avec un minimum de sécurité, produire, faire commerce, et que nous vivons, on va dire, de nouveau avec des lois. Donc, personnellement, je ne crois pas au chaos à Mad Max sur la durée. Non. Par contre, la période de chaos peut durer des années et des années. Ça, j'en sais rien, disons-le. Alors, il y aura quand même du Mad Max, mais pas partout. Je ne pense pas que dans le fond du Cantal ou du Jura, il y aura du Mad Max. Par contre, autour des grandes villes, la chance est plus élevée d'en avoir. Donc, quand on parle d'effondrement, on ne parle pas de fin du monde, mais de la fin d'un monde et la naissance d'une nouvelle ère, en quelque sorte. Donc maintenant qu'on a défini les termes, regardons comment va probablement se passer l'effondrement. Bon, alors que l'effondrement soit rapide ou lent, dans les deux cas, ça commencera par une crise grave que les États au niveau mondial ne sauront pas gérer et qui va en fait briser le système mondial actuel, transformant la crise grave en un effondrement systémique et total de nos civilisations mondialisées et interconnectées. Alors personne ne sait ce qui va déclencher, on va dire, la dernière crise. Alors ça peut être une saloperie dans l'air, comme on semble avoir depuis plus d'un an maintenant. Alors ça peut être une faillite en chaîne des banques au niveau mondial. Et là, je salue notre ami Pierre Jovanovic. Alors ça peut être un crash boursier avec l'éclatement des bulles financières qui gonflent depuis 2008. Ça peut être une guerre entre la puissance chinoise montante et la puissance américaine descendante. Ça peut être la fin du pétrole bon marché. Donc qu'on ne soit plus, on va dire, capable de produire les 80 millions de barils par jour nécessaires pour alimenter et maintenir notre économie. Car quand on parle de la fin du pétrole, on ne parle pas de l'épuisement des réserves, on parle qu'à un moment donné, extraire le pétrole deviendra trop difficile et trop cher pour être rentable, ce qui va faire en sorte qu'on ne sera plus capable de produire les 80 millions de barils de pétrole pour notre consommation mondiale, quotidienne. Et si on réduit, on va dire, la production, notre économie va s'écrouler, car notre économie mondiale et mondialisée est basée sur la croissance, qui sert à rembourser les dettes, fait pour financer la croissance. Mais quand on n'a pas de croissance, comment va-t-on payer les dettes? Réponse, on ne le fait pas, et ça fait complètement effondrer le système, car les banques verront des tas d'entreprises dans l'incapacité de rembourser les dettes, et comme les banques sont déjà, on va dire, au bord de la faillite, ça sera un choc financier trop fort pour que les banques puissent l'absorber. Et si les banques font faillite, le reste fait faillite par une réaction en chaîne négative, vu que tout est interconnecté. Donc si un domino tombe, il entraîne le reste et tout s'effondre. Alors bien entendu, je résume énormément, la réalité est plus complexe, mais je résume pour aller, on va dire, à l'essentiel. Bref, nous vivons donc dans un monde qui va vers un effondrement certain, car la finance est devenue folle, les dettes des États
explosent et ne sont plus remboursables. Notre économie est complètement basée sur des ressources fossiles non durables, à comprendre le pétrole pour nourrir les machines et les phosphates pour créer les engrais qui permettent aux champs de ne pas mourir trop vite afin de produire, on va dire, la nourriture pour nourrir les humains. Excusez-moi. Mais que ce soit le pétrole ou les phosphates des mines pour les engrais, les deux sont condamnés à disparaître. Et on ne parle pas, enfin on ne parle même pas, on va dire, des autres produits des mines, car on puise sans arrêt dans des stocks finis et non renouvelables. Et sans ces phosphates, par exemple, les terres agricoles ne peuvent plus produire. Car en réalité, les terres agricoles aujourd'hui sont mortes, car les pesticides et autres produits chimiques, artificiels, ont détruit la vie du sol. Donc notre modèle mondial actuel est condamné. La seule question qui se pose est quand l'effondrement va-t-il se produire? Et là, personne ne sait, personne n'a la réponse. Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre les nouvelles et analyser, on va dire, les signes avant-coureurs et bien entendu, se préparer. Et pour celles et ceux qui pensent que la technologie va nous sauver, alors oui, la technologie, on va dire, peut remplacer plusieurs ressources, mais dites-vous qu'il faut une bonne dizaine d'années avant de renouveler, on va dire, complètement le parc de machines ou de voitures avec de nouvelles technologies. Car il faut d'abord, on va dire, créer les machines qui vont créer les machines, qui vont remplacer le parc de machines et de voitures actuelles, par exemple. Ensuite, il faut construire, on va dire, les usines où placer ces machines, puis il faut lancer la production avec des ressources, des mines qui s'épuisent, puis augmenter régulièrement les quantités produites afin de remplacer les anciennes machines, etc., etc., etc. Et on va dire, ce processus demande des années et des années à simplement mettre en place. Et il est à craindre qu'on n'a tout simplement ni le temps, ni les ressources matérielles nécessaires pour opérer ces changements. Et rien ne dit qu'on a ces technologies du futur. Donc même avec de grands progrès scientifiques, on ne peut arrêter l'effondrement qui vient, on va dire, à nos portes. Donc ça, c'était, on va dire, la première partie qui traitait de ce qui peut déclencher l'effondrement. Regardons maintenant à quoi va ressembler l'effondrement proprement dit. Donc, comme on a dit, l'effondrement va d'abord commencer, on va dire, par une crise que les États n'arrivent pas à gérer et qui bloque complètement le système mondial. Donc, que font les États à ce moment? Eh bien, face à une grave crise, eh bien, ils bloquent tout simplement l'exportation des ressources stratégiques et des produits de première nécessité. Donc, à comprendre, les aliments. Ainsi, les États-Unis garderont leurs grains pour être sûrs de pouvoir nourrir leur propre peuple. Le Vietnam va également garder son riz pour lui-même. Et au pire, bon, ils exporteront vers la Chine, mais en aucun cas vers l'Europe. Alors pourquoi les États font ça? Eh bien parce que la production et l'approvisionnement du pétrole sera très perturbé, car regardez en détail pourquoi. Eh bien quand on veut se faire livrer en France des tonnes de pétrole, il faut affréter un pétrolier. Et sans un virement bancaire, le navire ne peut pas quitter le port, car le navire doit lui-même acheter le carburant pour aller en France. Il faut aussi un virement pour acheter le pétrole qui va être versé dans le navire. Et si les banques font faillite, comment allez-vous payer le pétrole aux producteurs? Comment allez-vous payer le navire? Vous voyez bien qu'administrativement, beaucoup de choses, on va dire, seront bloquées à cause de la crise, surtout si elle est bancaire. Donc, entre les gouvernements, on va dire, qui bloquent certains produits pour être sûr que leur peuple ne manque pas de ces produits stratégiques, et le blocage administratif, le résultat, on va dire, est que les pays qui dépendent, on va dire, des importations se retrouveront dans des situations très, très, très difficiles. Alors si vous ne me croyez pas, regardez ce qui s'est passé au début de la crise de la pandémie qu'on a eue. Eh bien, la Chine a arrêté en grande partie les livraisons de produits manufacturés. Certains pays ont temporairement bloqué les produits alimentaires dans les entrepôts et les ports. À part Macron, évidemment, qui avait vendu des tonnes de réserves stratégiques de farine à la Chine, mais le reste du monde a préféré, on va dire, garder des réserves stratégiques, et on a vu la réduction de la production et du transport du pétrole. On a vu, on va dire, des pénuries dans les pièces pour les usines, on a vu des pénuries en médicaments venus de Chine ou d'Inde, on a vu des pénuries en masques, etc., etc., etc. Et ce n'était qu'une petite crise, je n'invente rien. On l'a tous vu. Tout ce que je dis, on l'a tous vécu en 2020. Et si ces choses se sont passées pour ce qui était au final qu'une petite crise, imaginez ce qui va se passer si une grave crise sérieuse se produit. Par exemple, imaginez que la pandémie avait été très très grave et avait décimé 5% de la population au lieu de 0,005% de la population du monde.
là on aurait réellement pu avoir un effondrement, car tous les pays auraient réellement dû fermer toutes leurs frontières, mais totalement. En tout cas, la crise de la pandémie qu'on a eue nous a montré un avant-goût de ce que l'effondrement va dire nous réserve. Et beaucoup de gens ont ouvert les yeux sur la situation, sur le risque réel d'effondrement. Alors ce que je dis, bon, est très négatif, mais ne déprimez pas. Il y a énormément de possibilités et de solutions qui vont suivre, donc n'arrêtez pas la vidéo et regardez-la jusqu'au bout pour avoir des options et possibilités pratiques, car cette vidéo n'est pas là pour dire que tout va mal, ça bon on le sait déjà. Non, cette vidéo est là pour donner le contexte et pour pouvoir comprendre ensuite la logique des solutions proposées. Mais pour revenir vers l'analyse, on a défini ce qu'est l'effondrement, on a vu ce qui peut déclencher l'effondrement, on a vu les impacts au niveau mondial qu'aura la crise qui va déclencher l'effondrement. Maintenant on va analyser la situation de la France face à l'effondrement. Alors on a vu en réponse à une grave crise internationale, les pays producteurs de ressources alimentaires stratégiques vont garder leurs réserves pour leur propre peuple. Et dites-vous bien que sans approvisionnement alimentaire, en une semaine, tous les supermarchés du pays sont vides. Donc l'État français va devoir gérer une gigantesque pénurie alimentaire et en carburant, qui sont, on va dire, les deux ressources de base de nos sociétés. Alors la France a plusieurs grands atouts, dont les centrales nucléaires, quoi qu'on en pense, et ces centrales pourraient continuer à produire de l'électricité pour le chauffage, l'éclairage, et surtout pour faire fonctionner les trains, pour transporter, on va dire, les ressources alimentaires et médicales vers le peuple, et vont servir pour transporter aussi les forces de l'ordre. Mais on va dire, que risque-t-il de se passer de négatif? Eh bien, tout d'abord, face à la pénurie alimentaire, les banlieues vont exploser, les gilets jaunes vont se regrouper. Ensuite, partout en France, on aura des émeutes de la faim, surtout dans les villes. Alors en France, le peuple est on va dire, beaucoup moins débile qu'ailleurs. Ici, on comprend qu'on doit faire bloc avec l'État pour gérer une grave crise nationale. Donc en France, on peut supporter de ne pas avoir d'essence. Le peuple peut supporter de voir, on va dire, ces entreprises faire faillite et de voir tout leur argent disparaître avec les banques. Alors le peuple sera prêt à de grands sacrifices, mais il y a une chose que le peuple n'acceptera jamais, et c'est de voir ses enfants avoir faim. Donc dès que les gens auront faim, les émeutes du désespoir et de la faim vont commencer partout, et là l'État aura deux réponses. La première est d'envoyer toutes les forces de l'ordre et l'armée dans les villes pour contenir les émeutes et maintenir la paix. Et comme les émeutes vont éclater partout en France, les forces de l'ordre ne seront pas suffisants et il faudra envoyer l'armée pour une simple question de manque de nombre de policiers et de gendarmes. Alors l'armée évidemment ne va pas tirer sur la foule, bien entendu, elle va juste aider à maintenir la paix. Alors la seconde réponse de l'État va être de réquisitionner tous les troupeaux de bétail pour pouvoir apporter un approvisionnement en viande au peuple afin de gagner, on va dire, quelques semaines. De plus, les céréales que le bétail abattu ne mangera pas pourra être dirigé aussi vers le peuple pour gagner du temps. Alors pour organiser, on va dire, à l'échelle nationale une telle opération d'approvisionnement alimentaire des villes, l'État a deux avantages. Donc les trains alimentés par les centrales nucléaires, comme on l'a vu, mais dans le bassin parisien, peu le savent, mais la France produit du pétrole. Donc le gouvernement pourra produire l'essence pour l'armée et le transport des forces de l'ordre, mais également pour alimenter certains tracteurs agricoles pour lancer des productions de masse de nourriture. Mais comme les émeutes seront trop nombreuses, l'État ne pourra pas tout gérer. Donc des choix seront faits et certaines zones ne seront plus défendues. Donc l'État va choisir de protéger les zones de production, donc les centrales nucléaires, les puits de pétrole et les zones agricoles stratégiques. Quant à la gestion des émeutes, l'État n'aura d'autre choix que de se concentrer sur les centres-villes et va devoir, par manque de personnel, lâcher petit à petit les campagnes et les périphéries des villes. Et posez-vous donc la question, qui va profiter de ce chaos? Eh bien, je vous le donne en mille, les criminels et autres personnes sans morale qui verront des opportunités pour commettre des crimes afin d'améliorer, on va dire, leur situation. Et vu qu'ils seront impunis, ça va en encourager plus d'un de commettre des crimes et de se lâcher. Et on verra ainsi certains règlements de compte, vu que la loi ne pourra plus être appliquée dans ces zones. Donc le problème ne viendra pas du peuple,
mais bien des criminels. Mais ça devient pire après. Alors face aux pénuries, les mafias vont voler et réquisitionner des produits recherchés et très chers, et les gens n'auront pas d'autre choix que de devoir négocier avec les mafias. Donc disons-le clairement, le marché noir. Alors tout ça pour trouver un peu de nourriture, et les mafias et réseaux criminels vont contrôler des territoires de plus en plus grands, et ces réseaux criminels vont ensuite s'affronter entre eux, comme ils le font aujourd'hui, comme on l'a vu récemment à Dijon, par exemple, pour le contrôle de plus de territoires, plus de ressources et plus de pouvoir. En plus de cela, comme la police ne protégera plus les citoyens n'auront pas d'autre choix que de se mettre sous la protection d'un de ces réseaux criminels pour éviter les actions des pires criminels. Mais évidemment, la protection n'est jamais gratuite. Alors oui, les mafias vont protéger les gens, mais les gens vont devoir payer cette protection en argent, en travail et en loyauté. Et une fois que vous êtes sous la coupe d'une mafia, vous pouvez dire adieu à vos droits, à vos libertés et vos privilèges. Vous échangerez en fait votre dignité, votre liberté pour quelques biscottes et une tranche de jambon ou un morceau de fromage. Mais bon, cette protection ne sera pas pour tout le monde, car même les mafias et réseaux criminels ne pourront pas nourrir et protéger tout le monde. Et tout le monde n'a pas envie non plus de marchander ou de devoir vous demander protection à des réseaux comme ça. Et je les comprends. Mais quand tu n'es pas préparé à l'effondrement, tu n'as pas le choix. Seuls celles et ceux qui se sont préparés ont le luxe du choix, pas les autres. Donc on verra par conséquent des flots de réfugiés quitter la ville pour fuir le chaos, fuir les émeutes, fuir les mafias et les réseaux criminels, et ils essaieront d'aller vers la campagne, qui n'a pas la capacité d'absorber ces flots de réfugiés des villes. Alors les campagnards auront à peine de quoi se nourrir et nourrir leurs familles venues des villes, et on verra de nouveau les clans se former dans une propriété à la campagne. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas de famille à la campagne, ils n'auront que deux choix. Soit retourner en ville où il y a un minimum d'approvisionnement, soit de fait mourir sur les routes de campagne. Et je vous rappelle qu'il n'y aura plus trop d'essence. Donc c'est à pied que l'on quitte les villes, et sans approvisionnement en eau, on ne tient pas plus de 3 jours. Et comme beaucoup de gens n'auront pas accès à des points d'eau, ils seront forcés de boire l'eau des rivières, et là commencera à mourir les premiers malades suite à des maladies qu'on attrape quand on boit de l'eau impropre à la consommation, comme les eaux des rivières. Alors le résultat va être un début d'épidémie, suite au manque de nourriture qui affaiblit le système immunitaire des affamés, puis des maladies viendront à cause des cadavres qu'on ne pourra pas enterrer, parce qu'on n'a pas l'essence pour aller les chercher, sans parler évidemment des blessés des émeutes de la faim, et autres maladies qu'on ne pourra pas traiter faute de médicaments. Et les hôpitaux seront débordés, et le personnel médical fera plus que son devoir. Ils seront héroïques, mais ils seront complètement débordés, sans approvisionnement suffisant en médicaments et autres produits de première nécessité. Et le résultat va être une hausse considérable des morts. Alors comme la crise au niveau mondial ne se résoudra pas, la pénurie va durer et s'aggraver. Et à un moment, les forces de l'ordre seront trop débordées, et trop épuisées, et les corps de l'État vont commencer à s'effondrer, et pas mal de policiers, gendarmes et autres soldats quitteront leur poste pour protéger leur famille et essayer d'aller mettre leur famille à l'abri. Et franchement, on les comprend. Alors un certain nombre de forces de l'ordre seront de vrais héros et héroïnes, et resteront, on va dire, jusqu'au bout à leur poste. Mais plus la pénurie va se durcir, et plus les émeutes seront violentes, et plus les mafias et réseaux criminels organisés vont gagner en influence et en force, car personne ne s'opposera à eux. Donc à un moment, ces mafias et réseaux criminels vont se battre contre les forces de l'ordre avec des armes lourdes qu'ils possèdent déjà aujourd'hui, car ils voudront tout simplement se débarrasser des forces armées étatiques afin d'avoir les pleins pouvoirs sur les villes et zones qu'ils contrôlent. Ensuite, ils iront évidemment à la campagne pour sécuriser un approvisionnement en ressources alimentaires, afin de pouvoir continuer leur combat pour toujours étendre plus loin leur influence et zone de contrôle. Et il leur faut bien aussi nourrir l'armée d'esclaves qu'ils ont réunis et qui travaillera gratuitement pour eux. Donc le gouvernement perdra le contrôle de plus en plus de territoires, faute de personnel et de ressources. Alors le gouvernement ne fera que reculer, principalement à cause des émeutes de la faim, et se concentrera à un moment
que sur le bassin parisien pour le pétrole qui va alimenter les derniers chars d'assaut pour la défense et pour alimenter les tracteurs qui vont labourer les champs. Mais la dernière zone du gouvernement sera sous l'assaut des mafias qui voudront aussi contrôler le peu de pétrole encore disponible pour avoir un avantage comparatif immense. Car, disons-le, qui contrôle le pétrole peut contrôler un immense territoire avec assez peu de personnel. Donc oui, il y aura des combats pour le contrôle de ces ressources stratégiques. Et c'est à ce moment qu'on espère que l'État va commencer à éteindre les centrales nucléaires qui seront encore sous le contrôle de l'État. Et c'est comme ça que petit à petit, la République va s'effondrer et que les mafias et réseaux criminels organisés et armés vont être les nouveaux maîtres du pays. Et face à ces réseaux violents, les survivants vont s'organiser et on verra plusieurs factions émerger du chaos. Alors vous aurez évidemment des fanatiques religieux qui vont créer des factions pour protéger les croyants en usant on va dire, de la détresse des gens pour les convaincre de les suivre contre une protection divine. Alors vous aurez ensuite des restes de l'armée et des forces de l'ordre qui vont essayer de s'organiser pour essayer de restaurer la France, mais le pays tel qu'on le connaît sera mort. Donc ces groupes ne réussiront pas à prendre le contrôle du pays, donc ils vont essayer de contrôler un territoire pour avoir un approvisionnement en ressources afin de continuer le combat et pour gérer au niveau local les pénuries et le chaos. Car comme le chaos va durer, très vite les factions vont réaliser qu'ils vont devoir contrôler un territoire et mettre en place une capacité de production afin de pouvoir gérer les conflits, nourrir les troupes, nourrir le peuple et s'organiser. Mais il n'y aura pas que les factions des anciens corps de l'État et les factions religieuses. Il y aura aussi des factions armées indépendantistes qui vont profiter pour créer des États indépendants. Donc pensez aux Corses, pensez aux Basques, pensez aux Bretons peut-être, etc. Alors dites-vous que le peuple ne peut improviser une faction. Car pour créer une faction, il vous faut un minimum d'organisation, un minimum de ressources et une hiérarchie claire. Et vu les égos des uns et des autres, personne au niveau du peuple n'a ces ressources ni cette influence à sa disposition. Donc le pays sera morcelé en petits territoires contrôlés par des factions armées qui se feront la guerre. Comme on le voit souvent dans des pays où le gouvernement central disparaît. À travers l'histoire, ça se traduit en guerre civile pour le contrôle du pays ou d'une partie du pays. Car le pouvoir a horreur du vide politique. Donc vous n'aurez, on va dire, pas le choix de votre faction, car vous n'aurez plus de mobilité. Donc vous serez soit sous la coupe d'une faction militarisée, ou militariste, constituée, on va dire, d'anciens membres de corps de l'État, et une faction martiale ne respecte pas les droits de l'homme et votre petite personne, et vos droits et vos libertés, sous prétexte tout simplement de guerre civile. Alors vous aurez aussi des factions de fanatiques religieux, les factions des mafias et réseaux criminels, et vous aurez les factions indépendantistes. Alors ici et là, les survivants vont essayer de créer des factions locales pour gérer leur localité, mais très vite ils seront balayés par les factions que j'ai citées, qui sont mieux organisées, mieux armées et plus déterminées à s'agrandir pour gagner en puissance. Donc oubliez vos espoirs de petites républiques sociales locales, elle sera très vite balayée par une force armée sans morale qui veut vous réduire pour que vous les serviez. Donc les factions qui seront, on va dire, les moins pires seront les indépendantistes, car eux ne veulent pas étendre leur territoire, ils veulent juste contrôler leur pays et le défendre. Mais comme eux aussi auront de graves pénuries, des choix devront être faits. Et si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes un pur Corse, un pur Basque ou un pur Breton, eh bien vous serez dégagé pour que le vrai Breton, le vrai Basque, le vrai Corse, lui, puisse survivre. Alors regardons maintenant pourquoi les initiatives populaires locales n'ont aucune chance face aux autres factions. Alors face au problème, il est évident que les maires des villages et autres communes vont essayer de se regrouper pour essayer de gérer au niveau local les pénuries. Et ils feront, on va dire, un immense travail de diplomatie et de gestion. De ça, moi, je n'ai vraiment aucun doute. Et je ne crois pas, à la théorie où les policiers ou maires vont se transformer, on va dire, en dictateurs locaux. Non, justement, je crois le contraire. Je crois que les maires vont essayer de tout faire pour limiter les problèmes et les situations tyranniques. Donc les maires et les citoyens engagés vont se concentrer sur l'organisation au niveau social, pour que le moins de personnes possible ne souffrent, ou pour avoir un minimum
d'approvisionnement en eau, en nourriture, en couverture médicale. Bref, ils feront de leur mieux et je pense que les citoyens vont largement collaborer avec les maires et les mairies. Alors il est possible que des maires organisent des sortes de milices pour garder les villages et apporter un minimum de sécurité afin de rassurer la population, mais une milice sera composée de volontaires, donc très mal organisés militairement, ils seront très peu entraînés et surtout très mal armés. Ils n'auront que des fusils de chasse au mieux. Mais le vrai problème est qu'ils ne réalisent pas l'état de guerre civile du pays. Comme ils seront loin des villes et assez rapidement abandonnés par l'État, ils ne s'attendront pas à ce que des forces de l'ordre soient vaincues par des factions de fanatiques et de réseaux mafieux. Donc ils ne s'attendront pas, ils ne se prépareront pas à une guerre à grande échelle. Alors ils seront organisés et prêts pour arrêter Joe le Clodo, les trois bandits de grand chemin. Car pour eux, la crise n'est que temporaire. Donc, on maintient l'ordre le temps que la police et la loi républicaine reviennent, pour que les choses reviennent à la normale. Et c'est cette terreur massive au niveau stratégique qui va faire en sorte qu'ils seront écrasés, car ils ne s'attendront pas à l'arrivée de groupes armés organisés avec la volonté de les soumettre par la violence s'il le faut. En plus, ces groupes armés ne viendront évidemment pas en plein jour. Ils attaqueront la nuit pour être le plus efficace possible, avec le moins de morts et de blessés de leur côté. Et ainsi, il est très facile, même pour 3 ou 4 snipers, de mettre à genoux les défenses improvisées d'une communauté. Donc oui, il va y avoir des communautés locales qui vont s'organiser, mais leur organisation ne sera pas efficace sur le plan militaire. Et c'est pourquoi ils se feront littéralement balayer par des factions peu scrupuleuses et agressives. Donc les seules communautés locales improvisées qui ont une chance sont celles qui sont le plus isolées et loin de tout. Mais tôt ou tard, les factions les atteindront. Alors au début de la vidéo, j'ai parlé de possibilités et d'espoir face à ce tableau très noir que je décris. Et dites-vous que la réalité de l'effondrement risque très probablement d'être encore plus noire et pire que je ne décris. Mais alors où est l'espoir, allez-vous me dire? Mais que faire? Eh bien, face à ces immenses crises qui arrivent, il n'y a qu'une seule possibilité, et c'est de créer avant l'effondrement un clan puissant, organisé et capable de repousser tous les assauts des autres factions. Donc ça veut dire avoir organisé et prévu un moyen de production qui pourrait être amélioré efficacement et rapidement une fois l'effondrement arrivé. Ça veut dire avoir un code de loi qui garantit un fonctionnement interne du clan basé sur la loi et non la force, qui définit, on va dire, les droits et les devoirs des membres du clan. Donc en gros, en fait, d'avoir organisé avant l'effondrement l'organisation sociale et le contrat social qui va s'appliquer. Ça veut aussi dire avoir anticipé le conflit en ayant prévu et construit de solides défenses pour dissuader et repousser ceux qui veulent nous agresser. Et pour ce faire, la meilleure stratégie est d'être le plus loin possible des grandes villes afin de rendre l'invasion des terres du clan difficile, car nous envahir va demander, on va dire, de faire un siège. Et qui dit siège dit forcément une grande armée qui fait le siège, et il faut bien sûr les ressources pour entretenir cette armée qui fait le siège. Et aucune faction n'aura les moyens de se lancer dans de longues campagnes de siège face à un clan qui sera organisé, qui aura aussi évidemment une défense organisée, donc capable de communication et capable de guérilla pour les repousser. C'est alors tout simplement là de la légitime défense. Et je vous rappelle que pendant que l'armée de la faction fait le siège d'une communauté, cette armée n'est pas disponible pour lutter contre les autres factions qui veulent contrôler leur territoire. Donc mieux la défense sera organisée de notre côté et mieux défendu sera le territoire de notre clan. Alors notez bien que je parle de création d'un clan et non la création d'une milice, car créer une milice en France est archi interdit par la loi. Et pour être précis, une milice est un groupe de personnes armées qui s'organisent entre eux et s'entraînent au combat de manière coordonnée. Donc créer une armée est interdit. Par contre, créer un groupe de citoyens autour d'un projet de préparation n'est pas interdit. Donc ne vous attendez pas à des entraînements en uniforme sur nos terres, car là, évidemment, la gendarmerie débarquerait et ce serait la fin. Donc non, il faut anticiper et rester, on va dire, dans le cadre de la loi. Bref, donc se pose la question, est-ce qu'un tel clan organisé avant l'effondrement existe aujourd'hui? Eh bien oui, c'est exactement le clan que j'ai créé. Alors oui, aujourd'hui on est peu nombreux, quelques dizaines, mais on est très organisé, au point que je suis en train, on va dire, d'acheter un nouveau excellent terrain, avec un grand verger et un ruisseau qui traverse le terrain. Ensuite, on va y construire légalement, on va dire, un fort. Et oui, le permis de construire est en train d'être étudié. Tout ce qu'on fait est parfaitement légal, car il n'y a pas, on va dire, de raison
que s'organiser soit forcément illégal et caché. On peut très bien s'organiser légalement et de manière transparente aujourd'hui. Alors ceux qui pensent que c'est illégal sont en général des personnes qui ne vivent pas dans le réel ou sont surarmés et sur des listes de la police. Et oui, eux ne peuvent pas construire des forts car ils sont potentiellement dangereux. Et ces personnes sont souvent, on va dire, sur des sites et réseaux identifiés par la police, ce qui n'est pas notre cas. On n'est pas sur ces sites et réseaux. On ne se montre pas avec des armes de guerre lourdes et j'en passe. Nous, on est sérieux. Nous, on ne fait pas le pseudo dur devant la caméra, avec des gros flingues pour en jeter, quoi. Nous, on préfère s'organiser, on va dire, intelligemment, et ça ne veut pas dire qu'on est désarmé, comme des gauchistes, non. Ça veut dire que nos membres ont des fusils de chasse et des 22 longs rifles, au lieu de Kalachnikov ou autres Uzi. Mais ces armes lourdes ne servent pas à grand chose, en fait, face à une défense organisée, et surtout si on ne connaît pas le terrain, ce que nous, on connaît. Je prends un exemple très concret. Avant d'attaquer une communauté, le groupe agresseur va d'abord observer la communauté. Voilà, ils ne vont pas débarquer comme ça devant les portes, garder, car ce serait trop risqué. Donc, ils vont étudier la communauté en l'observant. Mais pour observer une communauté, il n'y a pas 15 000 endroits pour avoir une bonne vue. Et quand on est organisé, quand on a organisé sa défense, on a repéré, on va dire, ces points stratégiques et on a piégé ces points après l'effondrement. Où tu fais surveiller ces points par des personnes cachées. Et là, les agresseurs ne sont plus en position de force et leur équipement viendra, on va dire, alors s'ajouter à notre arsenal post-effondrement. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire d'acheter 1000 armes lourdes de guerre, car avec de la tactique défensive passive, tu élimines déjà pas mal de menaces. Donc mon clan va avoir les terres nécessaires à la survie, les connaissances nécessaires pour être autonome, pour produire tous les produits nécessaires à la survie et pour le confort. Et depuis peu, j'ai même ouvert le clan à de nouveaux membres, et les gens qui veulent pouvoir se réfugier dans un clan organisé le pourront. Alors dites-vous que plus mon clan sera peuplé, plus on sera puissant et plus on sera capable de défendre un large territoire et de créer une nouvelle société stable qui est en mesure de garantir des libertés et des droits, ce qui ne sera pas sûr ailleurs. Alors comme le dit De La Fontaine, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Alors mon clan n'est peut-être pas parfait, mais il a au moins le mérite d'exister. Et c'est une excellente réponse à la peur, car le clan est une solution pour des non-préparés ou des gens des villes, qui leur permet d'avoir accès à une communauté sérieuse qui se prépare, sans avoir évidemment à se ruiner, sans avoir à passer tout son temps à travailler à Sabad. Ça c'est une offre qui est assez sympa pour quelqu'un qui n'est pas préparé. Donc vous aurez en fait un pied dans le monde actuel et un pied dans le monde d'après. Et donc le clan vous offre une garantie de survie et de vie après l'effondrement. À vous de voir si vous préférez faire l'autruche, vous organiser vous-même avec votre famille, ou de nous rejoindre pour avoir accès à plus de compétences, plus de matériel et plus de sécurité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et pour ne pas manquer les vidéos qui vont suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, à me les poser dans les commentaires, pardon. Et comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!